Ils ont eu plusieurs chances d'éviter cette guerre et ils les ont toutes ratées. C'est l'accusation explosive lancée par Sergueï Lavrov lors de cette conférence de presse. Accord de Minsk, négociations d'Istanbul, rôle de l'OTAN, avenir de l'Europe. Le chef de la diplomatie russe revient sur les événements qui, selon lui, ont conduit à la crise actuelle. Alors, l'Occident a-t-il manqué toutes les occasions de paix? Écoutons ses déclarations. Continuer à apporter nos efforts pour multiplier nos efforts, soutenir le bon niveau de coordination avec nos partenaires sur les principales plateformes d'activité, y compris les Nations Unies, ce dont nous avons débattu en détail aujourd'hui en cercle restreint, où nous avons échangé sur les grands sujets régionaux, notamment ce qui concerne la zone de responsabilité de l'OTC, la sphère de compétence. Nous avons prononcé pour la démocratisation de la vie internationale, le respect de la diversité culturelle du monde moderne, du droit des peuples à décider d'eux-mêmes, et de respecter dans l'ensemble les principes universels du droit international. Tout d'abord, les principes qui sont fixés dans la charte de l'ONU. Notre opinion commune a-t-elle que l'architecture d'une sécurité égale, indivisible sur le continent eurasiatique distingue le dialogue de l'OTC avec les autres pays du continent qui sont concernés par la sécurité. Donc c'est la communauté de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai. Les représentants de ces deux structures ont pris part à la séance élargie de notre organisation. Nous avons adopté un certain nombre de déclarations que nous leur répondre sur différentes instances internationales, dont l'ONU. Tout d'abord, la déclaration sur l'anniversaire à venir du début de la Grande Guerre par la patrie. C'est une mémoire commune de tous les pays de l'OTC. Il est symbolique avant le début de notre travail en commun. Aujourd'hui, avec le secrétaire général, nous avons déposé des gerbes de fleurs à la flamme éternelle dans le parc de la Victoire à Moscou. Donc, le deuxième document que nous avons adopté en tant que ministre, réunion des ministériels, c'est le rôle du droit international, l'attachement aux principes fondateurs de l'ONU. Le troisième principe est notamment la menace d'utiliser les technologies d'information et de communication dans des buts de SAP, et de poursuivre la tâche dans l'espace cosmique, éviter la course aux armements dans l'espace extraterrestre. Un certain nombre de documents, ce sont des projets qui seront soumis à l'approbation du Conseil de sécurité collective, donc celui qui est dû à l'initiative russe, une stratégie antiterroriste de l'OTC à l'horizon 2030, ce document qui doit fixer les bases conceptuelles de notre travail sur une des options clés de l'activité de l'OTC. La séance prochaine est prévue pour le 10 novembre de cette année à Moscou, à la veille de la rencontre au sommet. Et en même temps, j'ai invité mes collègues à prendre part à ce qu'organisé par le aussi le 10 et 11 novembre, un forum international pour assurer la sécurité collective qui suppose une discussion ouverte, très pragmatique, avec des représentants des gouvernements, du business, des milieux académiques, universitaires. Nous espérons que les discussions ont aidé à l'extension du cercle des organismes partenaires à faire promouvoir les idées et les valeurs de l'OTC aux yeux de la large opinion mondiale. Et en dernier lieu, je tiens encore une fois, en toute sincérité, remercier le leader de la République de Tatarstan, Rostam Nurgaliyevich Minikhanov, toute son équipe et la mairie de Kazan, dirigée par M. Medchin, pour l'organisation de notre travail au plus haut niveau et pour leur hospitalité. Merci.
Sergei Lavrov, en tant que président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'ETC en 2026, qui a exposé en détail ce que nous avons évoqué en petit comité, mais je tiens à ajouter que nos discussions concernaient pratiquement toutes les questions de l'ordre du jour international. Nous avons abordé des situations les situations très tendues dans les différentes parties du monde, le Proche-Orient, l'Europe, l'Afghanistan, les menaces et les défis qui partent de toutes parts, et la cybersécurité, l'utilisation, la lutte contre les systèmes non pilotés, donc tous les dispositifs non pilotés, les engins non pilotés. Je pense que ce qu'on pourrait ajouter, que pratiquement toutes les questions ont été adoptées sur une base de consensus entre amis, et ce que dans notre organisation, c'est qu'il la distingue d'autres blocs ou groupements de pays où certaines opinions qui prévalent sur les autres et sont imposées aux autres. Non, ce n'est pas notre cas. Toutes les questions sont débattues et sont adoptées sans une unanimité forcée. Ça, c'est sur quoi j'aurais même arrêté plus. Donc, nous passons à la question des représentants des médias. Je vous en prie. Laissez souligner la priorité. On vous entend très mal, madame. La priorité du développement de l'interaction avec les autres organisations internationales. À quoi est liée cette démarche? Qu'attendez-vous de la coopération avec les autres organisations? Nous sommes en contact avec des organisations comme le traité de Shanghai, les 3 secrétaires généraux, une carte, une feuille de route pour la coopération entre ces 3 organismes pour la perspective à l'horizon 2026-2028. Nous sommes en contact avec... Nous avons signé déjà un accord cadre avec le centre de l'Union africaine. Nous sommes tombés d'accord tous entre nous tous pour faire des tentatives pour développer les rapports avec les pays de l'Asie du Sud-Ouest. Fera des démarches pour développer nos relations avec les pays du monde arabe. Et par tradition, l'ETC, nous avons activement coopéré avec l'Organisation de la sécurité en Europe, le OSCE, et c'est pas sur notre initiative qu'il y a eu une pause qui a marqué nos relations avec cette organisation. Donc, il y a eu récemment une rencontre de secrétaire général entre le CCE et le TC, que nous allons reprendre nos contacts dans différents domaines, notamment dans la lutte antiterroriste et sur d'autres questions plus concrètes qui concernent la chose militaire. Donc les entretiens se sont déroulés dans un esprit constructif et a manifesté un intérêt qui est manifesté. Donc un parmi nos partenaires, c'est l'Organisation des Nations Unies avec laquelle nous coopérons activement, notamment en matière de défis et de management moderne et pour l'activité de paix. Donc les relations avec ces organisations internationales que je viens de citer qui influent directement sur la formation d'une nouvelle architecture asiatique de sécurité qui est égale et indivisible. Et comme l'a dit le président Poutine, on ne peut pas résoudre les problèmes des pays à part au détriment de la sécurité des autres.
Donc, c'est dans ce sens que nous allons poursuivre notre activité et développer nos relations. J'y ajouterai un organisme qui s'appelle le Pacte Nord-Atlantique, l'OTAN, qui aussi s'intéresse non seulement à sa propre zone de responsabilité, mais à l'ensemble du continent eurasiatique. Depuis plusieurs années déjà, l'ancien président de l'OTAN, le secrétaire général Stoltenberg, pour des éléments de son architecture, de son dispositif dans la région Indo-Pacifique, comme ils appellent l'Eurasie, et pourquoi l'OTAN avance ses pions sur le territoire qui sont loin de faire les compétences de ce pacte militaire. Oui, nous avons toujours, notre objectif majeur, c'est d'assurer la sécurité des territoires des pays membres de l'OTAN. Mais dans les temps, dans nos temps actuels, la menace pour notre territoire vient y compris de la mer de Chine régionale, du détroit de Taïwan, de l'Asie du Nord-Est, du Sud-Est. Lorsque nous évoquons la nécessité d'unir tous nos efforts pour les pays du continent, pour discuter des voies susceptibles de nous conduire à une sécurité, la main pareille et indivisible, l'OTAN, qui est une structure qui regroupe une autre région, l'Atlantique, l'Europe, qui est toujours concernée par la sécurité des c'est pas pour une nouvelle année, c'est pas pour la première, qui prétend étendre cette sécurité selon ses règles, selon comme elle l'entend et sous sa direction. Donc là, nous avons déjà entamé cet entretien que nous avons plutôt continué et nous avons convenu de nous réunir tout particulièrement pour savoir comment construire notre travail compte tenu que l'automne dernier, il y aura déjà une 4e conférence à Minsk organisée sur l'initiative du président Loukachenko qui est consacrée à la question de la sécurité eurasiatique. Et le TSC a été toujours ouvert au dialogue, y compris avec l'OTAN, même à l'époque où il n'y a pas eu de crise dans nos relations entre les Russes et l'Occident, quand il y a eu le Conseil Russie-OTAN, quand il y a eu des programmes de frontières d'hélicoptères en Afghanistan pour combattre le terrorisme, il était question de containing de armes russes. Et même à cette époque, l'OTAN n'a jamais accepté de se mettre à la même table avec l'OTSC pour discuter des questions de la sécurité. Le seul endroit où ces organisations se sont retrouvées ensemble, où les unes l'une à côté de l'autre, ce sont des séances plénières à l'ONU. Une fois tous les 2 ans, le secrétaire général des Nations Unies ou organiser des rencontres interrégionales, des organismes interrégionaux de sécurité. Mais il n'a jamais été de question de dialogue égal en droit, en dépit des propositions approuvées par le chef d'État de l'ETC et sur le papier qu'on a envoyé au quartier général de l'OTAN. Donc, c'est un silence arrogant. Qui est sa même mentalité de l'Occident vis-à-vis de tout ce qui se passe dans ce monde. La chaîne Zvezda. M. Sergei Lavrov, l'absence du représentant de l'Arménie. Il y a eu au cours des débats électoraux, il a dit que nous allons nous retirer de l'OTSC. Est-ce que vous avez débattu cette question qui est sensible, le retrait de l'Arménie dans l'OTSC? Quels pourraient être les mécanismes de réponse, de réaction si une telle décision serait prise par les autorités arméniennes? Oui, l'Arménie, c'est vrai, une fois n'a pas s'est montrée absente aux réunions de l'OTC, même si elle demeure un membre à part entière. Le rapport national de l'Arménie est affiché fronton à côté des autres États membres.
Bien sûr, là, il y a un parallèle. On peut l'attitude de l'Arménie dans sa participation à l'OTC et dans d'autres. Lorsque Nicolas Pachinian, quand il entrait dans la grande politique mondiale, il a fondé son mouvement, il a formé un mouvement qui s'appelait le retrait en langue russe et qui disait que ce mouvement se proposait de quitter toutes les entités qui ont été créées sur l'espace post-soviétique avec la participation des États, des ex-républiques soviétiques. Et bien sûr, vous qui suivez ce dialogue et les discussions, le débat qui a lieu entre l'Union économique eurasiatique au sens du Conseil eurasiatique, ce qui a été avancé par Poutine, qui a dit que nous voyons la réaction que cela suscitait à Erevan, notamment la déclaration comme celle que vous venez de citer. Pour le moment, nous n'avons encore rien décidé. Je voudrais simplement poser la question concrètement. Ce sont les citoyens arméniens qui décideront à leur référendum. Où voudrait-il être, à l'Union eurasiatique ou dans l'Union européenne? Mais pour le moment, les dirigeants arméniens disent qu'il n'est pas question de quitter, de se retirer de eurasiatique parce que nous ne sommes pas encore membres de l'Union européenne. Mais déjà une loi qui a été votée ad hoc, qui a été adoptée en Arménie. Donc c'est la question qui se pose. Dans le cadre de l'Union économique, là, il faudra prendre une décision rapidement. Pas parce que nous ne respectons pas le choix du peuple arménien. Nous voulons simplement en être savoir où nous sommes. Sinon, on ne pourra pas. Comment l'Arménie pourra faire appliquer sa loi d'adhésion à la communauté européenne, parce que les normes de fonctionnement de ces deux, le nôtre, l'Union européenne, qui s'excluent mutuellement. Et la politique tarifaire, les règles phytosanitaires, bien des choses dont dépend notre vie quotidienne, des populations entières. Il ne s'agit pas de ne pas respecter l'intérêt de l'Arménie. Il faut que le respect de la volonté, du désir du peuple arménien se manifeste le plus tôt possible pour que ce peuple ait encore la possibilité de faire le choix, ne pas être placé devant un fait accompli. Cela concerne également l'OTSC. Donc, il n'est pas question de référendum. Mais la non-participation aux séances, tout en restant membre de cette organisation depuis 2 ans, cette absence, en même temps qui développent leur coopération avec les pays de l'OTAN. Il y a des exercices militaires, on achète des produits à usage militaire, il y a un échange de délégations avec l'OTAN, avec l'Union européenne, qui devient aussi une structure militarisée le 16 juin. Au moment des élections, mon collègue Mirzoyan, arménien, mon homologue, s'agissant de l'ETSD, nous ne payons pas notre cotisation tout simplement parce que nous ne participons pas. Vous pouvez trouver ces citations. C'est le 16 juin qu'il l'a déclaré, que nous ne participons pas à l'OTC parce que nous avons évoqué ce que nous pourrions faire dans cette situation. Parce que la dette de l'Arménie devant le budget de l'OTC et les situations qui est prévue par nos statuts, nous voulons savoir, il faudra faire appliquer l'article qui correspond à une telle situation. L'agence Interfax, votre question.
Monsieur Lavrov, monsieur. Bonjour. Il y a eu un comité de secrétaires d'État de l'OTSC, le Conseil des ministres de Défense, aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères. Quels seraient selon vous les bilans de ce travail? Nous avons déjà, dans notre discours d'inauguration, nous avons déjà tout dit, mais nous n'étions pas aussi à l'essence des ministres de la Défense, du Conseil des secrétaires, du Conseil de sécurité. Mais leur ordre du jour, on les connaît tous. Ils ont tous informé même la direction générale. Nous avons essayé de esquisser globalement. Si vous permettez, Monsieur Lavrov, le comité de secrétaire des conseils de sécurité a eu lieu le 26 mai, le Conseil des ministres de la Défense a eu le 3 juin. Donc, à ces séances, principalement, on a débattu des questions ayant trait à la chose militaire, à la composante militaire, comment utiliser les mécanismes visant à contrer aux menaces nouvelles et anciennes. Donc nous continuons notre travail planifié visant à assurer la sécurité collective avec la participation avec les forces et les moyens, les effectifs et les moyens de notre organisme. Il y a 3 pistes d'activité: coopération politique, sécurité militaire et réponse aux défis et aux menaces. Aux 2 sessions précédentes de l'OTC, c'est là qu'on a débattu toutes ces questions. On a signé un certain nombre de documents très significatifs qu'il y ait unanimité concernant les composantes militaires et la conduite à adopter face aux menaces militaires, puis les forces de coalition de OTC, aviation, l'armée de l'air, de la DCA, mobile, que les militaires de nos pays étudient dans des établissements spécialisés en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan. On y a ajouté une liste de nouvelles professions militaires pour former nos militaires dans ces établissements. Donc, de telles questions qui ont été soulevées, bien sûr, et nous avons en sorte que ce qui est important pour nous tous, ce qui est nécessaire, qui est vital pour nous tous, les nouvelles formes de guerre, de conduite, de guerre, de conflit. Donc, on a besoin, donc, à la lumière de ça, c'est d'abord la sécurité, la cybersécurité, la lutte contre les engins non pilotés, les drones. Il y a un échange d'expériences sur les nouveaux systèmes de renseignement, la lutte radioélectronique. Ces questions très spéciales qui ont été posées, un certain nombre de documents sérieux ont été adoptés. Donc, c'est vrai que la Fédération de Russie d'aujourd'hui a une grande expérience dans les domaines sous-indiqués, des hostilités que nous conduisons dans le cadre de l'opération militaire spéciale, et nous avons soulevé la question comment partager les expériences acquises. Voilà, en bref, voilà. Ce sont des questions qui ont été soumises au comité de secrétaire des conseils de sécurité et au conseil des médias, la chaîne RT. Bonjour. La question en langue française à monsieur. On voit qu'en Europe, l'initiative, c'est l'Union européenne qui doit, en cas d'échec, les 3 pays de l'Union, 3 leaders de pays européens, comme les perspectives, comment vous appréciez le dialogue, le prix que proposent les 3 pays leaders de la communauté européenne. Il y a une différence de principe entre ces 2 formats ou c'est la même chose?
Bien sûr, je pense que tous ces derniers jours, nous suivons la manière dont l'Union européenne tente de monter sur l'avant-scène dans la crise ukrainienne. Les efforts soient visant, selon eux, à régler la situation, mais comment un peu de se faire plus visible sur la scène internationale. Nous autres, le président Poutine l'a dit au forum de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, nous n'avons jamais renoncé au dialogue. Et si l'Union européenne souhaite sérieusement aider à régler ce conflit, bon, il a eu beaucoup de chance. Et il a toutes ces chances que l'Union européenne a ratées, même les leaders de l'Allemagne, de la Pologne, qui étaient les garants des accords de février 2014 entre le président Yanukovych et l'opposition ukrainienne. Ils ont garanti sur papier qu'il n'y aura pas aucune action, aucun usage de force, aucune manifestation, pas de rassemblement sur les grandes places, qu'il y aurait un gouvernement d'unité internationale pour préparer les élections générales au cours des mois qui devaient suivre. Ça a été garanti. Le lendemain matin, l'opposition a occupé les bâtiments gouvernementaux, a fait la chasse au président, dit nous avons créé un gouvernement de vainqueurs. Bon, voilà. Dire qu'on avait fermé la garantie, l'existence d'un gouvernement d'unité nationale, puis un gouvernement de vainqueurs. Quand on a dit au chef de l'Union européenne, mais vous avez garanti, mais est-ce qu'on pourrait les faire passer à l'Union européenne d'une manière honteuse, à éluder la question, à marmonner quelque chose comme quoi parfois la démocratie prend des formes inattendues. Les processus démocratiques sont susceptibles de prendre une forme les plus incroyables. Et puis l'Allemagne et la France qui avaient la possibilité, enfin nous l'avons cru, il y avait les accords de Minsk. De longues discussions à Minsk, notamment des documents qui ont été concrets, qui ont été concertés, qui devaient régler toutes les questions. C'était approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'Allemagne et la France sont fichés de ce Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'au bout d'un temps, les signataires de ce document, Mme Merkel et M. Hollande, ce que personne n'avait l'intention de faire appliquer cette question pour laquelle nous avons aussi travaillé pendant une journée entière, de chefs d'État. Ils voulaient gagner du temps pour surarmer le régime néo-nazi de Kiev pour qu'il puisse résister à la Fédération de Russie militairement. La possibilité, tout récemment, au début de la rencontre, en avril 2022 à Istanbul, donc on a concerté et paraphé le document sur les principes de règlement d'arrêt des hostilités. Ce document qui devait être la base pour l'accord final, mais l'Occident, à la personne de la Grande-Bretagne, et dans une certaine mesure, le président français, on l'a eu, on en a parlé, ont interdit de signer cet accord qui était les héros ou les anti-héros dans toute cette histoire. C'était, je viens de vous le dire, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. C'est Boris Johnson, Premier ministre à l'époque, qui est venu de Londres à Kiev. Non, vous n'avez pas dit que ne signez pas le document de Istanbul. C'était en avril 2022. Donc, tous les trois participants de cette troïka européenne ont eu l'occasion de se distinguer, ce qu'ils ont fait. Négativement, bien sûr. Là, je peux vous dire, ce n'est pas un secret que nous le dirons. Les ambassadeurs de ces pays, anglais, français et allemands, demandent d'entretien mon adjoint au ministère des Affaires, notre vice-ministre. Bon, nous allons les écouter simplement pour savoir
Comment? Ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils nous diront, qui pourrait nous conduire à des pensées des idées plus constructives. Après que les leaders de ces pays, Merz, Starmer, Macron, ils ont dit des choses tenues de termes insultants concernant la Fédération de Russie, question de personnalité. Merz a dit récemment, je ne sais pas si vous le savez, il faut écraser la Russie, sinon nous aurons la réparation de pacification d'Hitler. Comment vous trouvez ça? Le messager d'un tel chancelier, que pour nous dire? Nous allons nous entendre sur quoi avec eux? Donc, je ne suis pas optimiste, mais bon, nous allons les écouter. Nous sommes prêts à écouter leurs partenaires dans ces trois. Je doute que c'est même 3 ambassadeurs ou même les 3 ministres pourraient-ils dire quelque chose de différent de ce qui a été proclamé dans le document de cette réunion européenne avec la participation de Zelensky à Londres. C'est un document qui est d'une manière offensante, qui exige la capitulation de la Russie. Et si on prend l'Union européenne comme union, comme déjà une partie de l'Union, si on choisit entre partenaires de l'autre côté de la table des pourparlers, la différence entre la Troïka européenne et l'Union européenne, ce qui était appelé par le président Stupa, il y a un état-major militaire. Dans cet état-major, il y a un chef d'état-major. Et j'ai même une citation. Il a dit, il y a quelques mois, une armée forte ukrainienne, nous avons besoin, elle est indispensable premièrement pour l'Union européenne. Les garanties de sécurité de l'Ukraine, c'est le rétablissement de sa puissance militaire, doit régler des questions notamment dans la direction Est. Il s'agit là de négociations ou d'une guerre éternelle. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants des pays européens qui ont dit que toute la politique, vous savez, vis-à-vis de la Russie, toutes les sanctions à l'égard de la Russie doivent être préservées, même après l'apaisement. Et qu'ils voient l'apaisement là, leur règlement, tout simplement faire arrêter les hostilités, sinon l'armée de Zelensky sera battue à plate couture et laisser l'Ukraine des garanties de sécurité avec le déploiement des forces dites de stabilisation françaises, britanniques et même l'Allemagne qui est prête à, comme à l'époque hitlérienne, de se joindre à ces troupes d'occupation. Donc, d'aucune manière, en aucun cas, il faut changer de régime qu'ils ont porté au pouvoir, qui est un modèle de régime néo-nazi raciste qui opprime les droits et les libertés. La langue russe, l'Église orthodoxe, c'est tout ce qui a été violé, mais tout a été bafoué. La constitution même de l'Ukraine, le droit de l'ONU, ils adoptent des lois qui entrent en contradiction avec leurs lois fondamentales. Vous, chers amis, quel que soit votre emplacement, Troïka, Union européenne, ou individuellement, l'auteur des fables, Krylov, dit oui, il arrive que des miracles arrivent parfois, mais je crois très peu que l'Union européenne soit capable d'en produire un. Alexandre Stubb, que vous venez de citer, qui évoque la nécessité d'un dialogue, de retour aux négociations. Il a dit bien des choses avant. Il avait bien des choses avant, mais des choses anti-russes. Comme s'il n'y a pas eu de décennies de bon voisinage entre la Russie et la Finlande. Comme si la Russie n'a joué aucun rôle dans l'apparition de l'entité étatique finlandaise. Même, en plus des idées concrètes, vous savez ce qu'il a dit encore. Je ne suis pas... S'agissant de l'avenir de l'OTAN, nous retournons au récit de l'Alliance, un système de maintien collectif de la Russie. Ça fait si
très peu de temps que la Finlande est membre de l'ONU qui s'est intégrée pour pour contenir l'Union soviétique puis la Russie. Donc toutes ces discussions, toutes les questions de partenariat, c'était pour faire semblant. Donc je ne vois pas de différence, beaucoup de différences. Et tant que nous n'avons pas entendu, et tant que nous ne sommes pas convaincus que ce que nous avons entendu est quelque chose de sérieux, est une proposition sérieuse, et non pas une tentative pour protéger et conserver, défendre et conserver le régime nazi de Kiev. Là, nous les écouterons, mais de telles idées, moi, je préfère les ignorer en termes de perspectives pratiques, mais pour apprécier l'action de nos voisins européens, simplement, serait d'approfondir mes connaissances quant à ce qu'ils représentent vraiment. L'agence de Tatarstan, Tatar Inform. Bonjour Sergei Lavrov, vous avez dit au début l'hospitalité au Tatarstan et qui se déroule à Kazan, il y a cette réunion des ministres. Est-ce que notre République est-elle confortable, offrant un terrain propice à de telles réunions? On l'a choisi parce qu'elle est propice à de telles. Pourquoi elle est aisée? Nous l'avons déjà dit que sous la direction du président du Tatarstan, de Rustam Menikhanov, cette république est devenue particulièrement attractive en Russie. La Russie a certes un visage multiple, mais c'est le visage qui fait partie de notre patrie. En plus de réunions de l'OTS, il y a bien des événements internationaux qui se passent à Kazan l'an dernier, le sommet de BRICS, en 2024, voilà, en 2024, et qui a ouvert la voie à l'extension de cette organisation. Beaucoup de choses importantes qui se font ici à la capitale du Tatarstan, qui préserve son patrimoine culturel, et au Kremlin, la mosquée voisine, de quelques dizaines de mètres, il y a une église chrétienne, orthodoxe chrétienne, et beaucoup de lieux qui montrent cette communion de religion, de civilisation, de culture. C'est un modèle de ce où nous voulons arriver, notamment quand nous voulons construire une nouvelle architecture, dialogue des civilisations, consensus des civilisations. C'est quelque chose qui est un magnétisme pour tous ceux qui veulent visiter un bel endroit et qui symbolise en même temps l'histoire de notre État et plus largement du continent eurasiatique, si on regarde l'histoire passée. Donc, je remercie encore une fois tous ceux qui ont fait cette République ce qu'elle est aujourd'hui, et la ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et je ne doute pas qu'à chaque nouvel voyage, nous verrons que ça s'améliore. J'ajouterai deux mots, Sergei Lavrov, concernant Kazan, l'hospitalité du Tatarstan, la ville de Kazan, comme je représente le Kirghizstan, l'Asie centrale. J'ai visité plusieurs fois Kazan, Tatarstan. C'est une hospitalité fraternelle, cette ville qui se développe, qui va de l'avant, c'est une très belle ville. Et profitant de cette occasion, je tiens à remercier Rustam Nogaevich Menikhanov, tous les dirigeants de cette République pour une excellente organisation du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTC. On a envie de continuer à venir dans cette ville. Et cet accueil, cette hospitalité est plus hospitalier que beaucoup de pays d'Asie centrale. Je remercie le Tatarstan, la Fédération de Russie, de cette excellente organisation du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Merci. Donc, la conférence de presse est terminée. Je vous remercie de votre attention. Ce briefing de Maria Zakharova, à la fois rapport économique et réquisitoire humanitaire,
illustre parfaitement la stratégie actuelle de la diplomatie russe, d'un côté, afficher une normalité retrouvée avec les pays du Sud global, la Chine, l'Inde, la Biélorussie, pour prouver que la Russie contourne les sanctions et diversifie ses partenaires. De l'autre, occuper l'espace mémoriel et émotionnel en dénonçant ce qu'elle présente comme l'hypocrisie des institutions internationales. Car le cœur de son intervention est ailleurs. En cette journée internationale des enfants innocents victimes d'agression, Zakharova ne s'est pas contentée de rappeler l'histoire. Elle a lancé une accusation solennelle: l'ONU, l'UNICEF, toutes ces structures censées protéger les plus faibles, restent silencieuses face aux 21 jeunes de Starobisk, 3 garçons, 18 filles, rêvant de devenir éducatrices, programmeurs, documentalistes. Elle a pris le temps de les nommer un par un. De raconter leurs sourires, leurs passions, leurs projets. Pourquoi? Parce que, comme elle l'a rappelé en citant Audrey Hepburn, parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire, n'est pas de la propagande, c'est un devoir moral. Alors, que penser de ce discours? Qu'il soit sincère ou calculé, une chose est sûre, Maria Zakharova a volontairement laissé la diplomatie de côté pour faire place au deuil public. Et dans une guerre où l'information est aussi un champ de bataille, ce briefing restera comme un moment où la Russie a choisi l'émotion brute pour interpeller un monde qu'elle accuse de regarder ailleurs. 21 vies. 21 portraits. 21 raisons de ne pas se taire. La question, finalement, est celle qu'elle a posée: qui parlera pour eux, si personne ne les écoute? Et vous, pensez-vous que le silence international est justifiable? Dites-le en commentaire. C'est très bientôt.